département du... Ouais. C'est M. Ben Taleb. Bon, je vous présente, c'est M. Hamza Chili. C'est mon vice-recteur chargé de recherche scientifique, y compris M. Ben Taleb. Ouais, Mustafa Ben Taleb. C'est le chef département du traduction. Ainsi que c'est M. Hamza Fala, c'est le secrétaire général de l'université. Et Madame Yahraf, je crois que tu me connais. Je suis les relations extérieures et la coopération. Ouais. Très bien. Yeah, so I work in the public affairs section at the U.S. Embassy, and I oversee the American spaces that we have throughout Algeria, the cultural centers, which we have one here at the university, as you know, and we have one in Oran, Algiers, Orgala, and Bishar. Donc, c'est Madame Emily Walker, elle travaille à la section diplomatique à l'ambassade des États-Unis. C'est la directrice des corps américains qui existent à Constantine, Ouergla, Oran et Bachar. Je m'appelle Amir Dadelman, je suis le secrétaire économique à l'ambassade des États-Unis en Alger. Je suis le chef de la visite pour Madame l'ambassadeur ici. Donc, Monsieur Andrew Lederman, c'est l'attaché économique au niveau de l'ambassade des États-Unis et le responsable de la visite de son Excellence ici à Constantine. Il parle couramment la langue française. Oui, Madame Raytiane Rabda, jamais. Enfin, je peux donner pour l'université Frère Montoré-Constantine, qui est parmi les plus anciennes universités de l'Algérie. Elle est un noyau embryonnaire en 62. On était département de langue, département d'anglais, de médecine et de biologie. Puis après, l'université, la nécessité et la demande a fait qu'on a créé une vraie université, pas des départements qui dépendaient d'Alger, en 68. Et l'inauguration de l'université en 72 était une université avec plusieurs départements et instituts à l'époque. Il y a eu une évolution dans l'organigramme de l'université algérienne et on est arrivé à une réforme où l'université est constituée de facultés et d'instituts. Alors actuellement notre université, c'est une université pluridisciplinaire. On a 6 facultés, la faculté de droit, la faculté des lettres et langues étrangères. Et dans la faculté des lettres et langues étrangères, on a un département de traduction. Il y a monsieur qui est le chef de département. On a un département d'anglais, où on assure des enseignements de français, plutôt d'anglais, licence et master. Et on est sur la production du doctorat. Ah oui. Après, on a la faculté sciences et technologies, la faculté sciences de la Terre et de l'univers, la faculté des sciences de la Terre, voilà, sciences de l'univers, sciences et technologies, SND, sciences de la nature et de la vie. Et on a 3 instituts. On a l'Institut des sciences appliquées qui fait la formation Bac plus 3, formation professionnelle. Et on a l'Institut vétérinaire, qui fait licence, master, doctorat. Et on a l'Institut d'agroalimentaire. On est 7 campus répartis sur la ville. Pour Constantine 1, on a ce campus, le campus central, où se trouve l'administration centrale, avec 3 facultés. On a une faculté sur la route de l'aéroport, vous la trouvez sur la droite en montant, une autre faculté sur la gauche, et on a le vétérinaire qui est dans une commune autre que la commune de Constantine, et on a l'Institut des agroalimentaires aussi qui est en allant vers la route sur Alger, vous le trouvez. Donc on est quand même une université assez importante. On dépasse les 36 000 étudiants pour cette année, tout grade confondu, entre graduation et post-graduation. On a 64 laboratoires de recherche et 2 grandes unités. C'est une grosse machine. Oui, c'est une grosse machine. Encore, on était plus important que ça en 2012. En 2012, on était une seule université à Constantine. On était 80 000 étudiants, à 90 000 étudiants. Le ministère a décidé, ou le gouvernement algérien a décidé, de fractionner cette grande université en 3 autres universités. Actuellement, on a Constantine 1, Constantine 2 et Constantine 3. Et sur la scène de Constantine, on a 4 universités.
Il y a l'université Constantine 1, 2 et 3, et l'université islamique. Avec un tissu de l'enseignement supérieur très important, on a 12 écoles supérieures à différents domaines de formation. Et plus 6 à 7 centres de recherche de haut niveau, entre autres le centre de recherche de biotechnologie, le centre de recherche en sciences de la Terre et le centre de recherche en mécanique et aussi pharmaceutique, il y en a d'autres. Constantine, par rapport aux formations et par rapport aux activités dans la recherche et on est beaucoup plus versé dans tout ce qui est industrie mécanique, transport, et on est aussi dans tout ce qui est pharmaceutique, production de médicaments. Le secteur économique de la ville est vraiment très outillé par des entreprises qui font ces deux axes. Ceci dit qu'on a d'autres domaines, bien sûr, plus importants, et qui sont très importants sur le plan académique. Voilà, enfin, aperçu un peu sur l'université. C'est fabuleux. Voilà. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit document des dépliants qui donne vraiment une idée très succincte sur l'université. Les détails sont un peu assez lourds. Ça demande plus qu'une visite. On vous invite pour revenir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, je pense que... On a aussi le centre intensif des langues. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. On a sur les structures spécifiques à l'université et internes à l'université. En plus du coin américain, on a le centre des langues intensives qui forment dans différentes langues et qui s'adressent au public universitaire comme au public de la ville, à différents niveaux. Donc ce sont des formations pour l'apprentissage de langue, et pour améliorer le niveau de langue, entre autres l'arabe, le français, l'anglais, le chinois, le turc, enfin, toutes les langues, selon la demande. Allemand, italien, espagnol. Voilà, toutes les langues, selon la demande, on organise des formations chaque année, selon la demande aussi. Et est-ce que vous trouvez que la majorité voudrait prendre une langue ou l'autre? Oui, actuellement, on a deux langues qui émergent. Oui. Et je crois que c'est la tendance mondiale. On a l'anglais et le chinois. Le turc aussi commence à faire place. Oui. Parce qu'on a beaucoup d'échanges en tant qu'Algérie avec aussi le turc. Ça prend un peu aussi une place importante. Mais c'est les deux langues. L'anglais, comme c'est l'international, donc c'est la langue de recherche, de sciences et de production et tout. Et le chinois, parce que aussi, il y a maintenant beaucoup de commerce, beaucoup d'appareils qu'on reçoit, où les fiches techniques sont en chinois, où les commerciaux, ils ont besoin, les étudiants, ils ont besoin. Il y a même du déplacement des Algériens en Chine. Voilà. Beaucoup de commerce. Donc, c'est deux langues qui sont vraiment très importantes. Intéressant aussi, on recevait de l'Europe des étudiants, des personnalités qui veulent apprendre sur la culture nord-africain, arabe-musulman et aussi sur l'arabe. Donc, ils sont toujours au niveau de la faculté. Ils ne sont pas nombreux pour une mobilité entrante, mais quand même, il y en a qui s'adressent à nous par rapport à ça. Très bien. Wow. Pour ce qui est de la faculté, bonjour madame. Bonjour. Je représente ici peut-être officiellement la faculté des lettres et langues, qui était autrefois appelée l'INPE. C'était un institut des langues vivantes étrangères. Puis il a été restructuré après, vers les années 70 je crois, qui devienne maintenant une faculté. C'est devenu la faculté des lettres et langues. Cette faculté comprend 4 départements, dont le département de traduction, dont je fais partie. Il y a le département d'arabe, département de français, département d'anglais. Il y a un nombre très élevé d'étudiants qui sont répartis beaucoup plus sur le département d'arabe et de français. Puis le département d'anglais en 3e position, puis le département de traduction pour des raisons un peu spécifiques. Pour ce qui est de la formation que nous offrons aux étudiants, c'est des formations par rapport au contexte, je crois, culturel et historique beaucoup plus. C'est des formations qui doivent s'adapter au marché du travail. Et malheureusement, le marché du travail, dans le domaine de la traduction, je parle. Dans le domaine de la traduction, nous traduisons beaucoup plus du français vers l'arabe, de l'arabe vers le français, que malheureusement, je dirais, que de l'anglais, sauf pour ce qui est des diplômes, etc. Oui. Parce que l'archive, vous savez sûrement mieux que moi, que l'archive qui se trouve actuellement au niveau des différents tribunaux, etc., c'est des archives coloniaux.
Donc il y a une très très grande partie de l'archive coloniale que nous devons traduire à chaque fois. Parce que sous peine de, sous peine de nullité déjà, s'il y a des affaires en justice, ces affaires ne doivent pas être acceptées en langue étrangère, en langue française entre autres. Donc les documents doivent être. Donc nous avons pris cette donne. Le département est relativement jeune. Ça fait une vingtaine d'années qu'il existe, depuis 1999. Pour être plus précis, même en post-graduation, nous n'avons pas beaucoup de doctorants, bien que nous avons des doctorants inscrits. Sauf pour la dernière période, durant 5 ans ou quelque chose comme ça, nous avons commencé à avoir un nombre bien défini en titulaire de doctorat. Puisqu'à notre niveau, on assure des formations en licence, en master et aussi en doctorat. C'est le nouveau système. Par contre, l'ancien système classique, on assure la licence, les magistères et les doctorants d'État, les doctorants en sciences. Et actuellement, on assure les formations en doctorat des LMD. Donc, le système a changé. Pour ce qui est des débouchés, différents débouchés, nous avons beaucoup plus, à un pourcentage très élevé. Il y a beaucoup de traducteurs qui optent pour la traduction libérale, des bureaux libéraux, voire en freelance. C'est un peu ce qui est beaucoup demandé maintenant, parce qu'il y a beaucoup de documents à traduire, etc. Et surtout en freelance. Ce n'est pas des débouchés officiels. Sinon, nous avons beaucoup de dossiers également d'immigration. Ils optent beaucoup pour une certaine ouverture, etc. Ils choisissent beaucoup plus les États-Unis et le Canada beaucoup plus. Ils partent beaucoup plus vers le Canada, vers le côté anglophone, généralement. Ça, c'est relativement nouveau. Parce qu'à une certaine époque, il n'y avait que des documents. Le baromètre qui me permet de dire ça, c'est les bureaux de traduction en dehors de l'université. Parce qu'à une certaine période, nous ne traduisions que les documents vers le français, pour éventuellement des pays de rapatriement francophones. Mais maintenant, la tendance a carrément changé. La balance s'est déséquilibrée. Nous commençons de plus en plus à traduire de l'arabe vers l'anglais pour justement peut-être des débouchés vers les pays anglophones, les États-Unis entre autres, Canada et je crois au Japon. Je crois aussi au Japon. Parce que c'est ce que j'ai l'habitude de... sinon, pour la post-graduation, c'est juste après la formation, ils optent pour une carrière également universitaire, pour continuer dans l'enseignement universitaire. C'est ce qui est de tendance généralement. Outre peut-être les structures diplomatiques, etc., nous avons pris écho qu'il y a beaucoup de postulants vers les affaires étrangères, beaucoup plus, d'une façon générale. Nous avons même des diplômés de département de traduction qui ont rejoint des postes diplomatiques, mais je ne sais pas où. Je n'ai pas de données. Voilà, grosso modo, c'est ce que... Et je n'ai pas pris le temps de vous souhaiter la bienvenue. Je m'en excuse. C'est l'air un peu officiel qui me... Classiquement, on gérait la post-graduation, la formation doctorale et la recherche scientifique. Mais maintenant, il y a un autre volet vraiment qui émerge, c'est bien l'innovation. Maintenant, on parle d'innovation dans les 3 piliers. Donc, la recherche se fait en licence, en master et même en doctorat. Donc, on a ouvert récemment un incubateur de l'université. On essaye de financer plus en plus les projets des étudiants pour avoir des projets innovants ou même créer des startups pour être plus proche du secteur socio-économique. C'est timide un peu au début puisqu'on n'avait pas vraiment cette culture d'innovation chez les étudiants. Et pour faire la recherche et l'innovation dès le baccalauréat. Donc, mais maintenant, avec les étudiants, on commence à avoir ces idées d'innovation. Et c'est un principe américain, la Silicon Valley, etc. D'ailleurs, les chercheurs algériens à l'étranger qui sont en train d'aider les Algériens dans cette culture, principalement la majorité sont au niveau des États-Unis. Donc on aimerait bien aller dans ce sens pour motiver les étudiants et les chercheurs d'aller vers l'innovation, puisque dans l'innovation, il y a la formation, il y a la recherche, il y a surtout l'insertion professionnelle. On peut avoir notre propre job, donc
c'est vraiment parmi les objectifs du projet de l'université. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on est en train de faire maintenant. Merci. Merci. Donc, nous sommes ravis qu'avec une université, avec tous ces succès, comme département, tout ça, que nous avons notre American Corner. C'est très important d'avoir un endroit où tout le monde voudrait être. Donc, c'était ici depuis 2008, je pense. Was the American Corner here since 2008? Donc, c'est beaucoup, hein? 14 ans maintenant? On a presque 8500. Plus que 1516 personnes qui sont passées par le plan américain, entre adultes et enfants, et femmes et hommes. Le total depuis, c'est quand même un chiffre assez important. Oui, c'est merveilleux. We have kids. Oui, you have kids, exactly. You have a lot of kids. Yeah. De toute façon, j'ai préparé ici un document sur les activités du coin américain qu'on va vous remettre aussi succinct avec les photos des événements dans les cours d'Émilie aussi, parce que j'ai passé pour faire Merci. présentation. Merci beaucoup. Pour nous, les American Corners sont vraiment un type de centre culturel parce qu'on peut apprendre l'anglais, mais aussi comprendre plus de la culture, de créativité, comme vous avez bien expliqué, comme avoir des conversations sur toutes sortes de sujets. Donc, nous voudrions s'épanouir nos American Corners pour toutes sortes d'activités. Et nous sommes ravis d'avoir un intérêt ici pour notre American Corner. Je pense que c'est très important pour montrer, surtout l'anglais bien sûr, mais aussi pour montrer les valeurs et les objectifs de la recherche scientifique. Dans le domaine de créativité, initiative, toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est vraiment merveilleux d'avoir ça. Oui. Sincèrement, c'est quelque chose d'enrichissement pour notre établissement d'avoir ces centres. Puisque, comme j'avais dit, on a 8500 personnes, tous différents d'âge qui ont passé par ce centre, y compris la structure académique, licence, master, doctorat, aux spécialités anglaises. C'est quelque chose de plus pour notre établissement, sincèrement, et on a l'honneur d'avoir implanté ce centre à notre niveau. Oui. Donc, 8,700 students have gone through that American Center. It's a lot. Yeah, that's a lot. C'est vraiment C'est quelque bien. chose. Oui, c'est merveilleux. Nous sommes très heureux et nous voulons aussi, bien sûr, nous donnons des ressources pour les American Corner. Nous voulons bien sûr continuer, trouver s'il y a quelque chose qui peut aider le centre ou aider l'instruction ou comment on voudrait voir la langue anglaise, on est ouvert. Ce sont des sujets discutables avec Madame Hasiba, la responsable du coin américain. Très bien. C'est elle qui est responsable. Très bien. Vous prenez café merci ou beaucoup. thé? Nous avons déjà mangé le déjeuner, donc merci beaucoup. C'est très Si gentil. tu me penses café, c'est tout. Merci. Très gentil. I cannot. You're so nice. And she's talking to me in English to charm me. Thank you so much. That's so nice of you. And your English is fabulous. I hope you're going to the American Corner. C'est bien. Et bon,
nous essayons aussi, peut-être vous savez que nous avons un accord avec Colby University Teachers College et le ministère De l'enseignement supérieur. Merci beaucoup pour aider. Et échange. Oui, Voilà. échange Oui, et oui. comment apprendre l'anglais au niveau. Ça m'intéresse beaucoup. Oui. Madame Actuellement, Nadia, c'est elle qui est Voilà. responsable Très bien. des relations externes et aussi de coopération avec les... actuellement, depuis le mois de novembre, Oui. entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'ambassade, avec les USA, il y a une présentation des grandes écoles, des modalités d'inscription, les modalités d'enseignement, les opportunités de coopération entre l'Algérie et l'Amérique, qui sont en train de nous faire des webinaires pour lesquels sont invités parfois des personnes de postes spécifiques. Par exemple, ils nous ont appelés en tant que vice-recteurs pour assister parfois, et d'autres sont adressés à la grande masse des enseignants, parce que ça touche la recherche, ça touche l'ingénierie Oui. informatique, de Oui, formation, bien sûr. ça touche le Toutes sortes de culturel, choses, oui. tous les domaines. Oui. Et donc, jusqu'à maintenant, on a fait 3 sessions. La Ah. dernière, c'était le mois d'avril, le 22 avril. Ils nous ont présenté les grandes écoles. Pas toutes les grandes écoles, bien sûr, Oui, oui. mais quelques grandes écoles. Quelles sont les modalités, comment s'inscrire, comment trouver une formation et la réaliser. Et ça, c'est intéressant. Oui, C'est vraiment. intéressant. C'est bon. C'est intéressant. Ça peut être encourageant pour les jeunes qui veulent vraiment Oui. faire des études à l'extérieur. Oui, tout à Voilà. fait. Aussi, nous avons fait un accord pour Notre-Dame University à Indiana, c'est à Indiana, à faire un hub de recherche Ouais. dans les domaines de STEM, Oui, donc sciences, les STEM, oui. mathématiques, tout ça. Mathématiques et Oui, sciences. oui, donc nous voudrions bien sûr trouver des nouveaux moyens de partager la recherche science au niveau universitaire. Donc oui, s'il y a quelque chose d'autre que vous voyez et que vous voudrez explorer, nous sommes ouverts aussi. Pour les STEM, actuellement, pour les STEM, on est en train de constituer des groupes chaque année. Ils suivent les formations. Il y a les groupes de femmes, ça dépend de la demande, comme en Suisse, que l'ambassade nous donne comme orientation. C'est-à-dire parfois c'est ouvert, mais quand même la formation, elle existe. Elle est assurée, je crois, sur l'appel que l'ambassade fait. Les STEM, généralement, on a, je crois, plus que 2 ans maintenant qu'on est sur des formations de petits groupes. Donc normalement, ce qui est intéressant, je pense, pour nous, pour le moment, ça c'est un point de vue. Déjà, il y a la langue anglaise, c'est-à-dire comment nous outiller, nous aider à vraiment développer l'enseignement de la langue anglaise, la rendre une langue technique qui peut être utilisée directement dans le milieu et le secteur. Il y a aussi le domaine de la recherche, où on aimerait bien. Maintenant, il y a beaucoup de possibilités, et le terrain algérien, je pense, c'est un terrain fertile. Oui. On a beaucoup de potentialités, beaucoup de jeunes, beaucoup de recherches, et beaucoup de diversité dans tous les domaines. C'est ça. Dans la faune, la fleur, on a de la diversité. Dans le milieu aride, le sol, on a le nord, le milieu de l'Algérie, le semi-aride, et on a l'aride. Donc on est un pays, je dirais, très riche. Très riche. Il peut vraiment être un partenaire, je pense, à la hauteur de l'Amérique. Oui, On oui. peut l'être. Oui, oui. Là, maintenant, on peut aller vers la recherche. Et peut-être parmi les plus importants partenaires en Afrique. Oui. Ouais. Très bien. C'est merveilleux. Damien, voudriez-vous ajouter quelque chose? En fait, c'est juste un tout petit détail par rapport Au au STEM. webinar que vous Webinar. avez Oui, déjà
commencer Ok. à avoir avec des universités. Ça rentre dans le projet de University Linkages. Voilà. With word learning. Madame l'ambassadrice aussi, elle a mentionné le projet de Teachers College. On a signé un protocole d'entente avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et en fait, c'est les deux experts. Pardon. Récemment ou bien En fait, il nous reste une année. C'est un projet de 3 ans. Oui. Là où on a des membres du comité sectorial désignés par le ministère de l'Enseignement supérieur, des experts qui font partie du comité sectorial. En fait, c'est des professeurs. Vous avez de Constantine, Oui, Doran, on a de Charles Constantine, il y a M. Relado. Barrault de Constantine. Exactement, M. Ouais. Hamada Et aussi. M. Hamada de l'École normale supérieure. Exactement. Ouais, ouais. Donc ça, c'est des experts. Premièrement, on a essayé de toucher l'aspect régional et institutionnel. Donc il y a des experts de plusieurs institutions et régions et ils sont en train de travailler avec les experts au niveau de Columbia University, Teachers College, sur ce programme pour en quelque sorte assister le ministère dans la politique de la réforme. Là où le ministère voudra faire de l'anglais une langue d'instruction. Là où on va toucher bien sûr les départements d'anglais, mais aussi on va toucher des domaines hors anglais, là où ils ont besoin de la langue anglaise, justement pour instruction au niveau des départements et ici pour les chercheurs. Donc ça, c'est à peu près le projet de Teachers College. C'est ça. Merci beaucoup. Je l'ai oublié. Voilà, Il y a c'est ça. tellement de choses. Oui, il y a bien sûr. il y a tellement Bien sûr. d'activités. Merci. Oui, c'est ça. est-ce qu'on a signé, est-ce que vous avez avant signé quelques contrats avec les ambassades concernant تبادل الثقافي? Non, on n'a pas vraiment de vrai échange, sauf pour les visites qui sont faites, visites culturelles et je dirais officielles au niveau du coin américain, ou par exemple la participation aux journées nationales américaines et aux journées internationales, comme, je ne sais pas, la journée de la Terre, la journée... Enfin, on a fait des échanges beaucoup plus pour faire connaître la culture américaine pour nos étudiants, nos enseignants, que faire de l'échange culturel entre l'université et les États-Unis ou l'Amérique ou l'ambassade. C'était beaucoup plus présenter la culture américaine, les grands écrivains, les grands événements, etc., par des journées qui sont bien tracées et que l'ambassade les valide chaque année comme activité du coin américain. Une visite, la dernière visite au coin américain, c'est de la part de l'ambassade américaine? C'était l'ambassade, celui qui était avant vous. Oui. Ouais. Ambassadeur Voilà. Desrochers. On a eu la chance de recevoir, je crois, les 3 ambassadeurs depuis la création, 3 ou 4. Les attachés culturels et les responsables des coins. On a reçu Madame Émilie, je pense aussi, Émilie de l'Égypte. La responsable des coins américains en Égypte. Oh, Heather. Voilà. Donc on l'a reçue 2 fois. Elle est venue une fois pour présenter un programme et une fois c'était la journée de la Terre. Et elle était venue aussi faire la fête ici. Donc les choses se font dans le cadre du coin américain, culturellement. Un grand événement entre l'ambassade et l'université, peut-être on le fera au futur. On choisira un thème qui nous intéresse et qui vous intéresse à le concrétiser. Ça serait quand même bien. Ça serait bien. Je suis tout à fait d'accord. Vous allez voir maintenant le coin américain, vous allez voir avec les étudiants et vous allez voir quand même que le coin américain donne beaucoup de souffle intéressant pour les étudiants, c'est-à-dire pour l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la prononciation. On parle anglais vraiment comme les Américains, comme les Anglais. J'ai On parle que tous les Algériens parlent anglais avec l'accent américain. Voilà. On a reçu un prix, le dernier prix des jeunes
pour le vocabulaire. Spelling bee. Spelling bee. C'était des Constantines. C'était des Constantinois qui ont et ils sont passés par le coin Al-Hab. Oui, les deux, oui. Il y a Al-Hab qui est passé, le jeune de 14 ans. Il était sur Facebook avec vous, sur une photo. Donc, il est de chez nous. C'est un enfant, c'est vrai, il n'est pas étudiant, il a 14 ans, mais quand même, il est passé par le coin américain. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on est classé les premiers sur une compétition nationale. Et deux catégories. Oui, deux catégories, ça fait quand même quelque chose de bien. Oui, monsieur. Si vous permettez, il y a également un très grand problème dans la langue, si vous voulez que je sois percutant. Le problème que nous confrontons, nous, actuellement, pour ce qui est de la langue anglaise, c'est que les départements de traduction, nous ne formons pas des traducteurs, si vous voulez, spécialisés dans un certain domaine. Je m'explique. Parce qu'après, il y a un problème de visibilité des articles, des travaux de recherche. Cette visibilité nous dit maintenant de devoir rédiger les articles, etc., en langue anglaise pour être visible. Ce qui est de la recherche. Et pour ce qui est notamment du classement des universités, etc. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la formation que les départements d'anglais, parce que nous ne sommes pas un département de formation en langue, nous sommes juste qu'un département de traduction. Nous pouvons former en langue, mais en parallèle. Ce n'est pas notre formation. Nous n'allons pas être, pragmatiquement parlant, nous n'allons pas être percutants. Mais les départements d'anglais, c'est à peu près, si vous me permettez, c'est de l'anglais folklorique beaucoup plus. C'est de l'anglais dont on a besoin dans les films, pour regarder des films, pour peut-être écouter de la musique. Ce que je vois, ce que je remarque. Ce n'est pas un anglais qui permet maintenant de produire de la science. Ce n'est pas du tout ça. Parce que on a beau parler de la formation, de l'anglais, des étudiants anglophones. Vous avez parlé maintenant de la prononciation, par exemple, nous ne savons pas si nous travaillons avec un anglais british ou un anglais US. On ne sait pas. Enfin, on le sait. C'est des détails mais cette réalité a fait que la visibilité de la recherche, par exemple, nous avons énormément d'articles de recherche dans les différentes sciences. Lorsqu'on leur demande de ramener des articles traduits vers l'anglais, ils les traduisent chez des traducteurs, comme nous. Mais moi, je vais être franc, je ne maîtrise pas, par exemple, la langue de la sociologie. S'il y a un article, c'est le but, c'est pour que l'anglais soit plus ouvert. Peut-être que ce n'est pas le cas avec le département d'anglais. Ça n'empêche quand même. En sciences, généralement, il n'y a pas de problème par rapport aux chercheurs. Je parle du chercheur. Voilà, il n'y a pas de problème pour rédiger en anglais, mais parce que tout le travail se fait sur des articles en anglais. La publication pour une soutenance de thèse, elle se fait par un article. Souvent, le plus souvent, à 90%, c'est des articles en anglais. Donc les scientifiques, en tant que scientifiques, même s'ils ne maîtrisent pas parler couramment l'anglais, ils comprennent, ils arrivent à travailler. Et ça pose pas. C'est peut-être dans le domaine littéraire où c'est un peu difficile. Dans le domaine sciences humaines. Voilà, sciences humaines, c'est un peu difficile parce que même la terminologie aux sciences humaines, elle est très spécifique. Le même terme qu'on peut percevoir dans notre concept culturel algérien ne peut être pas peut-être le même ailleurs. Et c'est pourquoi ça peut créer des confusions dans l'interprétation des idées. Par contre, dans les sciences et technologies, ça ne pose pas de problème. Tous les collègues, ils publient leurs articles, ils soutiennent leurs articles. Je pense, hein, Hamza. La majorité en anglais. La majorité en anglais. Parce que c'est technique. Cette génération préfère l'anglais que le français maintenant. Je parle des masters, même pas les doctorants. Déjà, des masters, il y a une très grande partie qui préfère maintenant. C'est la tendance maintenant. Quand j'étais à Béchar, à notre espace américain là, il y avait des étudiants qui font leur doctorat qui voudraient l'écrire en anglais. Et l'université a dû décider quoi faire. Ils ont décidé de les accepter. Ils encouragent. On a déjà fait des soutenances de doctorat en anglais, en SNV, en anglais, de doctorat, parce que c'est des collègues qui ont fait leurs travaux de recherche en Égypte. Égypte, c'est l'anglais et l'arabe. Et donc, comme en arabe, ce n'était pas possible, ils ont fait en anglais. Et on a eu, je crois, 2 thèses, 3 thèses qui ont été rédigées en anglais et soutenues en anglais, avec un partenariat.
égyptien. C'est ça. L'anglais, je pense, prend plus de dimensions. Culturellement, actuellement, tous les jeux et les enfants, ils grandissent avec les jeux. Déjà, il y a l'apprentissage de la langue. Oui. Il y a beaucoup de... Les jeunes, comme le disait mon collègue maintenant, la nouvelle génération, elle est beaucoup plus anglophone que francophone. À partir de leur jeune âge, ils commencent à côtoyer la langue anglaise. Autre chose aussi de culturel Constantine, c'est cet instrument. C'est un distillateur. On distille avec les feuilles, les pétales de feuilles de rose. On fait de l'eau de rose et l'eau d'oranger. Donc on distille. Le mois d'avril, du 16 avril jusqu'au 30, c'est la quinzaine culturelle scientifique de Constantine. Et la ville, peut-être vous allez passer, s'ils sont toujours, il y a des tentes, il y a des gens qui font la distillation directement. À New York, la résidence de George Washington, notre premier président. Et peut-être vous savez que George Washington a fait un accord avec l'Algérie en 1796. Donc, oui. So we have at the American College of Thank you. Yeah, my office. Let me give you my first performer at the American College. Hello. Yeah, again. Just explain more of Barnaby. So, for example, for the session that I made for this year, it's about teaching teachers English. Like in previous years, I used to do like just fun activities about sessions. But for this year, like I want to do something more for develops in our country, and hopefully we will succeed in doing that. I think you already are doing a great job because thank you so much. I was here a decade ago, from 2011 to 2014. Yeah, At the I remember that day. Yes. I remember that. Yeah. And then I came back in February. Yeah, I know. And the number of Algerians who want to speak to me in English now, as opposed to 10 years ago, is extraordinary. Yeah, yeah. So you're already doing a great job. I remember that. So we have other performers. If you want to talk with them, yeah. So let me first continue about the series of workshops. So it is about critical thinking and effective communication, and developing the sense of leadership, to raise awareness, to get rid of fear of stage, and to develop more sense of self-confidence and raise self-esteem. And why not? I did also separated from workshops. I did a session called the debate session called Between the Lines. So I choose that Between the Lines because it is like more effective to, there is two arguments, there is no winner and there is no loser, so there is between them. So that's why I wish that we continue our workshop, series of workshops. So thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Batul? Hello. So it's an honor to be here talking to you. So my session here is about English for business. We focus more on, its name is I Ampreneur program. We focus more on the entrepreneurship and financial literacy. Our aim is to provide youth with, we have 35 participants. Our aim is to provide them with the necessary knowledge in order to start their business. And we also make sure that our sessions are presented by some professional people, and we had some guests, because we talk about some hard skills like marketing and graphic design. The graphic design session was presented by a mentor who is a graphic designer. And our aim is that once they finish with this program, they will be provided with the necessary knowledge and the basic knowledge in order to start their business. I love it. Oh, thank you, And I love sir. your pen. It was a gift from Italy. Hello everyone, I'm Emily Walker from the United States Embassy in Algiers, and I'm really glad to be in Constantine. I think this is my third trip here, and it's always great to see this really spectacularly beautiful
intellectually vibrant city. I very much enjoy it. Thank you guys for coming here today. It's my great pleasure to introduce you to the United States Ambassador, Elizabeth Moore Aubin. Ambassador Aubin was sworn in as the U.S. Ambassador to Algeria late last year. She arrived in Algeria in February, along with her husband, Daniel Aubin, who's standing over there if you guys want to chat with him after. She previously served as the Deputy Chief of Mission in Algeria from 2011 to 2014. She's held a number of diplomatic jobs in Washington, D.C., our capital. She's also lived all around the world. Her overseas posts have included Ottawa, Brussels, Hong Kong, Rome, and Curacao. So I'm going to turn this over to Ambassador Aubin, who will deliver some remarks. Then we'll take questions from the audience. We will have a couple volunteers with microphones. If you want to raise your hand, volunteers with the microphones. Do we just have the one microphone over here? Two. And two. So after the ambassador delivers remarks, we're going to take a seat in this kind of interview spot over here. And I'm going to ask her some questions, and then you guys are welcome to ask anything you would like. So with that, please give a round of applause to Ambassador Aubin. Hi, everybody. I have to keep my finger on the button for you to hear me, so hopefully I'll remember to keep doing that. So it's great to be here at your beautiful university. I really want to thank your rector, Mr. Ben Shora, and the team at the American Corner in Constantine for the warm welcome. And thanks to all of you for being here today. I thought I'd start by talking to you a little bit about what an ambassador does and what I hope to accomplish while I'm here in Algeria. And then, as Emily said, we can take any questions you all have. So I arrived in Algeria as the U.S. ambassador in February, but it's not my first time here. I was the number 2, so the Deputy Chief of Mission from 2011 to 2014. And I had the chance to visit Constantine in 2012. It's really great to be able to come back 10 years later. And my husband Dan and I are thrilled to be back in Algeria. And I plan on seeing as much of this country as I possibly can during my time here. I would like to go to every wilaya. I have not even been to every state in the United States, so I have my work cut out for me because you have a big, vibrant, exciting country, but I would like to get to as much of it as I can. Since I returned in February, I've already had the wonderful opportunity to go to Bashar and Tahit for the incredible and memorable One Beat Sahara concert, which brought 23 musicians from the United States, from Algeria, and each of Algeria's neighbors for a concert series that celebrated cross-cultural exchange and the power of music. And here in Constantine, we're getting to see a little bit of the city. I love the bridges. I've gotten to meet with some business leaders, and I've gotten to spend some time with young people, which is my favorite part. The U.S. Embassy in Algiers has many exchange programs, as you probably know, that send Algerian students and professionals to the United States for study and training. And I hear that Constantine is where most of our impressive exchange participants come from. So you might wonder, what does an ambassador actually do every day? So I'll give you a couple of ideas about things I've done since I've gotten here. So we have this very kind of 19th century archaic sort of way of being introduced in a country where you bring a letter, like a handwritten letter, from the president of your country, and you present it to the president of the country to where you are ambassador. And so I got to do that almost right away. I presented my credentials, we call them credentials. I presented those to President Tebboune.
And then I went to the Martyrs' Monument to lay a wreath to demonstrate my respect for those who died in Algeria's long struggle for independence. And some of you may or may not know that a diplomat a long time ago, in 1795, negotiated an accord, a U.S. diplomat negotiated an accord with Algeria. It was called the Friendship of Treaty and Amity. And the first thing in that accord of 1795 says that we're going to respect each other. And that's very important to me, that idea of respecting each other. And so I try to do that in every part of my interactions here in Algeria, and I try to learn and show respect to the people and culture of this country. So, since I presented my credentials, I have had the opportunity to meet with a wide range of Algerians, from ministers to business leaders to people in civic society and to students. Like I said, that's my favorite part, the students. The overarching goal of any U.S. ambassador is to promote the bilateral relationship. And so the meetings I have focus on my top priorities, the things that are most important as the U.S. ambassador in Algeria. One of those priorities for me is cultural exchange. So that includes introducing Algerians to American musicians, like One Beat, promoting American culture via American spaces, like the American Center in Constantine. But exchange is a two-way street. And so I'm also here to learn more about Algerian culture. So I'll be touring the Emir Abdelkader Mosque. I'll be walking on some of your bridges. I'm going to go to the Bey's Palace. And, you know, I'm going to get to see some of the landmarks in Constantine that are truly treasures of Algeria. I am really thrilled that the U.S. Embassy is proud to be working with the Algerian Ministry of Culture and Arts to restore the Madrasa Mausoleum in Batna, and to assist with anti-looting campaigns to ensure Algerian artifacts stay in their rightful place so that future generations of Algerians can appreciate the cultural heritage that you have. So we also share our culture through American corners, like the one right here. We have other American corners in Oran, Ouargla, Bishar, and Algiers. And they're great places to practice English, don't you think? Yeah. Awesome. So we have 30 exchange programs that send an average of 200 Algerians a year to the United States on fully paid scholarships for study and cultural exchange. These programs include the Algeria Youth Leadership Program, which sends high school students to the U.S., where they stay with American families and learn about community service. The Fulbright program allows Algerian students to pursue a master's degree in the United States. We have a lot of other, like I said, 30 different programs. If you go to our website, you can learn about each of them if you want to. English is important for all of our programs, and at the U.S. Embassy, we think that learning English can open so many doors in business, education, and more. Science, research, all kinds of areas. So we support as many English language opportunities as we can, including our Access program, which teaches English to middle and high school students in underserved communities in Algeria. We also have a project with the Ministry of Higher Education and Scientific Research to improve the quality of English instruction in Algerian universities, with the goal of eventually having every Algerian university student graduating with the necessary level of English to ensure success in their chosen career. So that's culture. I have another priority, and that is promoting business, U.S. business, and investment in Algeria, collaboration between U.S. and Algerian companies. This is mutually beneficial as far as shared prosperity. So we have a lot of American companies here in Algeria, but I'd like there to be more. And so I'm really thrilled
United States is the country of honor at the Algiers International Fair that will be June 13th to 17th. And we're working really hard. I know Emily and her team are working really hard at creating something so cool at our center, at our pavilion. We're going to have games, live cooking demonstrations, an American country musician. This is all to show Algeria that America can offer a lot as a trade partner. And so we hope you'll come to Algiers to the fair from the 13th to the 17th of June. So I've told you a little bit about what I do and what I hope to accomplish here in Algeria. I'd love to hear what's on your mind. So I'd be delighted to answer any questions you all have. Thanks so much for your time. Ambassador Aben. So we're here at a university with many students who are in the process of deciding what they want their careers to look like. I'm curious if you could share your own university experience and how going to university shaped your career. So that's an awesome question. I knew from the time I was young, like maybe just a young teenager, 13, 14 years old, that I wanted to be an American diplomat. And so that helped me to focus very clearly on what I should study. And I was able to go to an Ivy League university, Columbia University in New York City, and I studied political science because I thought that that's what I needed to know in order to be a diplomat. Later on, I did some graduate work at Syracuse and in New York, upstate New York, and I have to tell you that it is it's something I miss not getting my master's degree. And so any of you who are thinking, shouldn't I, do it. Do it when you're still in school, get that master's. It makes a big difference, and I miss not having gotten mine. That's something I do regret. Thank you for that. Could I also just ask one follow-on, if you have any advice for university students? You knew you wanted to be an ambassador from a very young age. Perhaps some of our audience here isn't quite certain in their career choice. Perhaps you are certain, I don't know, but do you have any advice for young people who are figuring out what they want to do? How can someone choose a career that really suits their interests and what they want out of life? That's not easy, right? Especially if you like a lot of different things. How do you choose what you're going to do for the rest of your life? And one thing I liked about diplomacy was that I could do a lot of different things over the course of a career, so I didn't have to do necessarily the same job every day. So I sort of knew that that would not be as interesting to me, right? So trying to figure out what is fundamentally interesting to you, how do you envision or imagine spending your days, and then looking for something that matches that. And that isn't just academic, it can be, of course, depending on what you enjoy studying, that can be very clear, but it also can be sort of who you are as a person. What are your characteristics and personality traits? Some of that takes some level of self-awareness. So spending the time thinking about what is it that works for me, I think is something that's helpful and fundamental to choosing a career that you're going to enjoy. I agree. Good advice. Okay, well, happy to take questions from the audience. If we think we have one right here, we can start with. Thank you. If you can stand up, say your name, and if you're a student here, we'd also love to know what you're studying. Okay. Good afternoon, everyone, and welcome to Constantine University. So I'm Dr. Hamadouche Fatima, Associate Lecturer at the Department of English at the university. Well, I'm going to just ask a question probably on behalf of my students. Well, talking about career in the scholarships, to this case, especially master in PhD scholarships. Well, when students actually apply for a scholarship to pursue their master's degree or a PhD, the problem
is when they come back from the States, they don't have the opportunity to work with their degrees, simply because there is no equivalence of diplomas in Algeria. And this is a major problem for our students when they go to the States and they cannot come and work in Algeria unless they migrate to other countries. So we already actually talked about this problem several years. Well, I'm personally a Fulbright, I benefited from Fulbright scholarships, etc. But I didn't dare pursue my PhD in the States for a simple reason that when I come back to Algeria, I cannot work with my degree. So would you please explain the procedures, or if there are solutions to future students, of course. Thank you so much. Thank you. I think you're talking about accreditation. Is that correct? The accreditation of degrees. So I think you're talking about a university accreditation and what is recognized. I think that's what you're talking about. And so, you know, that's an interesting question. If the U.S. and Algeria can come to an agreement on accreditation and be able to recognize each other's degrees, that would be useful. So you've given me some homework. Can I also just add something on that, if I would? As the ambassador said, it is an accreditation issue, but I hope you still saw the value in doing a Fulbright program. A Fulbright program is one of our premier exchange programs in the United States. We do have programs, a lot of programs actually, that send students and professionals to the U.S. for exchange and study. They are life-changing experiences. Like, I can't overstate it. It's really life-changing. I know because we've talked to so many Algerians who have done this. It's really life-changing to go in the U.S. and go to all these different cities and meet with academics and meet with people in civil society and meet with people in government. It's a really life-changing experience. So the accreditation thing, that's an issue. You obviously want a job with that degree when you come back, so I completely hear you, but I do think that the value that these exchange programs provide is also enormous. We have another question. Good evening, ma'am. I'm Haj Mustafa, first year Science and Technology. I just want to ask about the green card and when it's going to be the new inscription and what are the benefits of having it. That's my question. So green card means that you have an immigration status in the United States. It means that you can live and work there. You're not a citizen, but you're a legal resident of the United States. So the benefits are that you can live and work in the U.S. I would say anyone considering your career and where you want to go, obviously geography is important, and you have to think about what works best for you. You have a wonderful set of options, both in Algeria and outside of Algeria, and so you have kind of the richness of a lot of things to choose from. And so I wouldn't rush too fast to make any decision on geography until you've sort of figured out what the direction is you're going in for your career, because often geography solves itself when you pick that career trajectory. Just my 2 cents. Thanks. Jessica, I have a question for you also. So most of the students and faculty in this room are pretty advanced in their English language journeys. I know I've talked to a bunch of you. You guys speak excellent English. You yourself speak several languages and learn several languages. I'm curious if you have any words of wisdom for the audience on the importance of learning English, and also on any tips you have for learning the language itself. So yeah, I had the opportunity to learn French and Italian. And I would say that learning another language opens up your brain in a new and different way that you would never otherwise have the opportunity to have your brain work like that, right? You have the ability to learn culturally, nuance, meaning of words, how to express yourself in a way that's unique
to that language. Learning English, for me, of course, it's you know, what we're doing here is speaking to you in English. I want you all to learn English and learn it well, because I think that in international fora, English is the premier language in so many areas, right? Science, medicine, there's so many areas where being able to speak English gives you an advantage, makes you more marketable, gives you more global reach. And so I would encourage each of you to continue your language learning journey. It's never over. I have been learning languages for a long time, and I still practice every day. And so that's what you have to do when it's not your first language, is practice. And that's immerse yourself, listen to a movie or the news, read. Reading, I find that, you know, because we're on our phones all the time, and it's really hard to sit down and read a book, but it's so valuable for language learning to actually pick up a book and read it in the language you're trying to stay current in. So those are some things I have done. Thank you. You guys know you're going backwards. At the ACC, that's just steps away from here. Okay, we'll take another question from the audience. Should I do it? Yeah. My question is not just about the programs, but like, for example, for someone who's a postgraduate, because there are some postgraduates here, or people with projects that are already in mind, but they just haven't found yet the program for them. So, like, for example, are there some, can we like make suggestions for the embassy, and they would provide a scholarship or a PhD for this kind of thing? Or should we just like wait until they come and try to convince them of the ideas to have something for them, or something of the sort? And my second question is, especially if they are inventions, like we have inventions and we have things that are related to English curriculum in Algeria. And my second question is that, are we going to find you tomorrow in Khutbah or not? So that just the attendants here want to know about that. So thank you so much. If we'll find her tomorrow, where? Khutbah. Khutbah. What is khutbah? It's an event. The event that you be participating at. Oh, the student fair that's tomorrow. Yes. So she's not going to be there tomorrow because we have a packed schedule of doing some other things. She'll still be at Constantine tomorrow. But we do have some people from the U.S. Embassy there. So look for our colleague Mehdi tomorrow. He'll be at the fair. And for the first question, first part of the question? Yeah, so on the first part of the question, if I understood her correctly, she was asking about waiting for something or going to get something. Always go get what you want. Don't wait for it. It won't come if you wait. It'll come when you go get it. That's my advice. Okay, we actually have time for one more question. Actually, we have people has been asking the last question. Yeah. I am a student of the second year French. My name is Louis Fadi. I want to first of all thank the ambassador for coming. We are delighted that you are here with us. Thank you for this opportunity. My question is, I always have an idea. That's a dream in our country, like the students, they have a dream to go to Europe or US or Canada. The American dream first. I want to know the mentality of the people in the US. I have a dream. What's his dream, the American? I have a dream. So if I understand you correctly, you're asking what do Americans dream? Yes. Yeah. So Americans dream about everything, right? The great and wonderful thing about American society is it's so diverse and rich, and because we have people who come from all over the world and live in the United States, people have all kinds of dreams. And there isn't necessarily one collective dream. There may be certain groups in the United States that have a collective
we have not achieved that yet. It's a work in progress for us. But I'd say that there are as many dreams as there are Americans. C'était incroyable, vraiment. J'ai aimé beaucoup. Merci. C'était un grand plaisir. Merci, madame. C'était un honneur. C'était Un plaisir aussi. Thank you so much. Thank you so much, madam. Thank you so much, madam. Can't wait to see you. Thank you. How old is that baby girl? Yeah, he has 8-year-old. Yeah. Yeah. Good to see you. Okay. Great pleasure. Thank you all. Merci. Okay. Thank you so much. Goodbye. Take care.